Enregistré. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Merci d'être avec moi pour cette présentation du bulletin astronomique pour la période du 9 au 16 août 2025, la troisième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver sud. C'est donc de la pleine lune au dernier quartier, troisième phase. Donc, nous allons voir ce que fait la Lune et les planètes et la Terre autour du Soleil, tout ce qui se passe dans le ciel cette semaine. Préparez-vous à voir ce que vous allez voir et à savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, avec nous, Claire, Claire Orion, chroniqueuse astronomie, animatrice astronomie aussi, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, les pieds sur terre et la tête vers le ciel. C'est la meilleure façon de se brancher en direct sur notre matrice naturelle, hein. Et effectivement, nous sommes conditionnés par une matrice naturelle, notre étoile, le Soleil, notre planète, la Terre. Et ben, c'est le mieux à faire pour se déconditionner de la matrice artificielle. Donc, vous contentez pas d'écouter les annonces souvent très sulfureuses, très fantastiques, qui sont faites au sujet des questions d'astronomie, ou, parce que c'est toujours, il vous faut prendre un peu de recul, un peu acquérir certaines connaissances pour pas vous laisser emporter dans des croyances complètement hallucinantes. Et de même, si vous vous intéressez à l'astrologie, alors rendez-vous dans notre vidéo suivante. Euh, Prenez d'abord contact avec la Terre et le ciel pour comprendre de quoi on parle en astrologie. C'est vachement plus sensé. Voilà ce que j'ai à en dire. Donc nous allons maintenant explorer la semaine, se préparer à voir ce que nous allons voir cette semaine. Merci bien sûr à tous nos abonnés. Merci si vous êtes nouveau de vous abonner. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages et votre petit tip si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce. Alors, je partage mon écran et nous allons voir un petit peu d'abord dans la fiche résumée les événements de la semaine. Donc, c'est une semaine où la Lune est décroissante puisqu'elle va de la pleine Lune au dernier quartier. Donc, une phase lunaire exactement. Moi, j'appelle ça une semaine, mais bien sûr, ça va du samedi 9 à 9h54, la pleine Lune, au samedi 16 août à 7h11, le dernier quartier. Donc, vous notez que c'est assez réduit. C'est parce que la Lune est au périgée, donc elle va vite. Quand près du périgée, ça va vite, près de l'apogée, ça va moins vite. Et donc, ça fait une période de pas tout à fait 7 jours. Donc, elle est décroissante, mais elle est montante, hein. En déclinaison, elle monte. Donc, d'où dans notre ciel du Nord, on la voit culminer de plus en plus haut. Alors, faut pas confondre la Lune croissante ou décroissante et la Lune montante ou descendante. Donc là, elle est croissante, descendante. C'est voilà. Maintenant, je vous fais le petit résumé. On le lit ensemble. Alors, vous voyez en rose, bon, il y a les lunes et tout ce que fait la Lune avec les planètes. En gris, c'est juste les entrées de la Lune dans les signes. En vert, nous avons ce que font les étoiles et devant les étoiles, enfin les planètes, le Soleil, les planètes ou la Lune devant les étoiles. Donc, par exemple, le Soleil arrive devant la constellation du Lion cette semaine, dimanche 10 août à 20h59. Il n'a pas passé très longtemps à la constellation du Cancer. Bon, c'est tous les ans à la même date. Et à ne pas confondre, bien sûr, avec le signe du Lion, car quand il arrive devant la constellation du Lion, il est dans le 19e degré du signe du Lion. Donc, pour le Soleil, c'est bon, parce qu'il entrera dans le signe de la Vierge le 22, n'est-ce pas? Alors qu'il va rester devant la constellation du Lion jusqu'au 16 septembre. Donc, reportez-vous à l'e-book dont je vous mets le lien en description de la vidéo qui s'appelle Signes et constellations du zodiaque, la différence, pour bien comprendre la différence. Les constellations, ce sont les étoiles qui dessinent
Les figures qu'on s'est habitué à y voir culturellement, car selon notre culture, ben, on voit pas les mêmes figures, hein. Si vous, en Chine, avec les mêmes étoiles, on dessine d'autres constellations et on raconte d'autres histoires. Et nous, dans notre culture gréco-romaine, on a dessiné beaucoup, beaucoup de figures et on raconte des histoires, voilà, mais c'est culturel. Et après, les signes, c'est l'horloge Terre-Soleil, il y a 12 heures, comme il y a 12 heures sur notre horloge, et la première heure, c'est celle du bélier, si vous voulez, etc. Et donc ça, c'est toujours en longitude écliptique, 30 degrés de longitude écliptique, et c'est, bon, bien sûr, le Soleil, de toute façon, qui trace tout cela. Alors, petit résumé, à partir de la pleine lune, donc on va d'abord s'intéresser à la lune, elle est donc dans le signe du Verseau, 17e degré, du Verseau pour cette pleine lune du Lion, puisque le Soleil est bien sûr en Lion à l'opposé. À ce moment-là, elle est devant la constellation du Capricorne et le Soleil est encore devant celle du Cancer. Puis elle entre dans le signe des Poissons dimanche 10 à 8h50. Elle passe à son ascendant, je vous ai dit qu'elle montait, donc enfin elle monte en déclinaison, mais elle monte aussi en latitude. Donc elle est montante, si vous voulez, parce qu'on pourrait faire aussi cette nuance. Et donc, elle passe à son ascendant, donc en latitude écliptique nord, lundi à 11 août à 16h52. Ah, je vais revenir sur la conjonction de Vénus à Jupiter, parce que c'est l'événement planétaire de la semaine. Je continue d'abord avec la Lune. Mardi 12, elle passe en déclinaison nord également, donc parce qu'elle est montante, justement. Elle, elle entre aussi dans le signe du Bélier à 12h32. Et elle est conjointe à Saturne, puis à Neptune, hein, puisqu'elles se tiennent les deux planètes dans un mouchoir de poche. Neptune se lève 5 minutes avant Saturne et elles sont vraiment toutes proches l'une de l'autre. Bien sûr, il faut un télescope pour voir Neptune, mais pas pour voir Saturne. On la voit pratiquement dès son lever. Donc c'est mardi 12 à 14h33 pour sa conjonction avec Saturne et qui se passe dans le deuxième degré du signe du Bélier pour les deux, hein, et c'est à 15h36 pour Neptune. Ensuite, je continue avec la Lune. Elle entre dans le signe du Taureau jeudi 14 à 15h21 et elle est au Périgée ce même jeudi 14 à 19h58. Donc, c'est au moment où elle est au plus près de la Terre. Donc, un peu moins de 370 000 kilomètres. Au maximum, elle est à 405 000. Sa distance moyenne étant de 386 000 kilomètres. Ah, elle est à son dernier quartier, donc on arrive déjà au samedi 16 août à 7h11. C'est le moment du dernier quartier, donc le moment où elle se lève à peu près au milieu de la nuit, culmine au début du jour, au lever du soleil, et se couche aux alentours du midi vrai. Donc, à ce dernier quartier, donc elle est montante, justement, elle sort des limites zodiacales nord. Donc elle va au-delà de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin, donc nord, été pour l'hémisphère nord. Au dernier quartier, elle est dans le 24e degré du signe du Taureau, le Soleil bien sûr toujours du Lion, et elle est devant la constellation du Bélier. Et puis elle va entrer dans le signe des Gémeaux à 18 heures le samedi 16, et donc dans la foulée être conjointe aux Pléiades, puisque cet amas ouvert, visible à l'œil nu, se trouve actuellement, marque actuellement le premier degré du signe des Gémeaux. Et ça bouge lentement d'un degré tous les 72 ans. Donc à notre époque, quand vous voyez la Lune conjointe aux Pléiades, eh bien, elle est dans le premier degré du signe des Gémeaux, c'est pratique. Et en plus, dans le coin, il y a Uranus qui a été conjointe aussi aux Pléiades le 12 juillet, qui repassera sans doute, peut-être avec sa rétrogradation, mais pour l'instant, son mouvement est direct. Donc, la Lune est aussi conjointe à Uranus. Donc, dans le ciel du matin, on a Lune, le dernier quartier de Lune avec Vénus et Uranus. Mais il y a aussi Jupiter. Je reviens sur Jupiter. Je vous ai dit que Vénus était conjointe à Jupiter, donc on va voir ça avec Stellarium. C'est mardi 12 à 6h29 dans le 15e degré du signe du Cancer. Et puis en bleu, vous avez ce qui se passe en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil. Donc en héliocentrique, il se passe des trucs mercredi 13 et jeudi 14. En héliocentrique, donc Mercure est conjointe à Saturne dans le 28e degré du signe des Poissons, car en héliocentrique, Saturne est encore dans le signe des Poissons.
Mercure entre en bélier à 22h31, le mercredi 13, jusqu'au 19 août. Et jeudi 14, Mercure est conjointe à Neptune, qui, elle, en héliocentrique, est bien dans le premier degré du signe du bélier. Et ce même jour, Mars entre dans le signe du Scorpion. On en reparlera tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Bon, voilà pour le résumé des événements de la semaine. Alors, que se passe-t-il d'autre d'important? Alors, d'abord, que voit-on des planètes? Alors, le soir, ben, il y a Mars qui se couche maintenant vraiment de plus en plus tôt après le Soleil. Elle est de plus en plus difficile à voir. Et donc, il y a de l'intérêt surtout à partir du lever de Saturne, flanqué de Neptune. Mais ça, faut attendre au moins minuit et demi pour chercher Neptune au télescope. Et puis, comme elles vont être conjointes à la Lune, c'est peut-être pas la meilleure semaine pour se trouver Neptune. Quant à Saturne, on la voit toujours. Donc, Saturne et Neptune qui se lèvent aux alentours de 22h30. Et puis, aux alentours de 1h du matin, vous avez Uranus qui se lève. Et puis, aux alentours de 3h50, vous avez Vénus et Jupiter. Je vais pouvoir. Jupiter maintenant se lève plus tôt que Vénus. Pendant la semaine, ça s'inverse. Et puis, il y a Mercure qui est maintenant aussi dans le ciel du matin. Ah, je l'ai mis en noir, mais en fin de semaine, elle devient visible. Donc, elle va être visible toute la fin août dans le ciel du matin. Et bien, donc, il y aura ce beau chapelet de planètes, Mercure, Jupiter, Vénus, ou plutôt ce sera Mercure, enfin d'est en ouest, si vous voulez, sur le long de l'écliptique. La dernière à se lever, ce sera Mercure. Ensuite, il y aura Vénus, Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune, qui seront tous ça dans le ciel en fin de nuit. Alors, il y a aussi plein d'étoiles filantes et c'est le maximum des Perséides le 12 août. Donc là, les Perséides, on en entend 100 à l'heure, en taux horaire zénital moyen. C'est donc un très abondant amas, c'est le plus célèbre et c'est celui qui fait sortir les gens pour regarder les étoiles filantes. Ne vous privez pas parce que c'est magnifique sous la Voie lactée. Il y aura la Lune, hein, le 12, la Lune est assez importante, mais sauf en début de nuit, puisque le 12, elle va se lever de plus en plus tard cette semaine, en première moitié de nuit. Et puis aussi, il y a les scindés Capacinides, donc dans la nuit du 16 au 17 août, qui a son maximum, là, il n'y en a que 3 à l'heure. Et puis il y a aussi les Piscis austrinides, les Alpha capricornides, les Delta aquarides sud, les Iota aquarides sud, les Eta iridanides et les Iota aquarides nord. Donc tout ça, grosso modo, ça semble sortir du Capricorne et du Verseau ou du Poisson austral. Et puis les Ridans, ben, c'est un petit peu plus en fin de nuit, un moment où Orion se lève et tout ça. Bon, on peut commencer du coup que Jupiter gagne une demi-heure pratiquement chaque nuit, enfin chaque semaine, pardon, se lève de une demi-heure plus tôt chaque semaine. On commence à pouvoir observer quelques phénomènes de ces satellites. On a les petites planètes Pallas et Cérès conjointes à la Lune, donc le 9 août Pallas, le 13 août Cérès. Il y en a plusieurs, des petits astéroïdes qui sont opposés au Soleil, le 11 août Julia, le 12 août Angelina, le 14 août Euterpe. Et donc on avait le 7 août Pallas, qui est la petite planète numéro 2, conjointe à la Lune le 9, qui était à l'opposition du Soleil et qui se trouve au périgée le 10 août. Donc si on veut chercher cette petite planète à observer, c'est le meilleur moment. Elle est quand même de magnitude 9,4 et elle est devant la constellation du Dauphin, donc très très haut au-dessus de l'écliptique, plus de 30 degrés. Quoi dire encore Alors, quoi dire encore? Ben, mais encore. Pour nos amis de la Martinique, le 3 août, c'était pour ceux de la Guadeloupe, le 12 août, c'est pour ceux de la Martinique. Le soleil, à midi, culmine au zénith, au-dessus de la tête. Depuis le mois de mai, il culminait du côté du nord en Martinique. Et depuis, à partir du 12 août, il reculmine pour le restant de l'année du côté du sud. Nous avons l'étoile Régulus qui entre dans le champ du coronographe Lascaux C3, autant dire qu'on ne voit plus le lion. Le lion se couche en même temps que le soleil, la constellation du lion, et donc l'étoile Régulus, et le soleil va passer en conjonction à l'étoile Régulus. Voilà, alors on va aller sur Stellarium. Hein, ici, je vous montre dans cet encadré, c'est les positions héliocentriques, donc comment on voit, comment ça se voit du point de vue du Soleil, la disposition des planètes dans le plan de l'écliptique vu du Soleil. Et
par rapport au plan de l'écliptique au-dessus, latitude nord, ou en dessous, latitude sud. Donc là, du 16, du 9, le jour où on commence, au 16. Voilà. Du dernier quart, la pleine lune au dernier quartier. Alors cette pleine lune, on va commencer par ça. Allons sur Stellarium. Donc le soleil, le 9 août au soir, donc le soir de la pleine lune, vous voyez, il se couche toujours entre ouest et nord-ouest, chaque jour un petit peu plus près de l'ouest, puisque nous sommes en été et que les jours diminuent dans l'hémisphère nord. Donc le soleil s'est couché, vous voyez, il y a encore le 9, bon, c'est de Mars, c'est toujours là, au-dessus, de plus en plus bas au-dessus de l'horizon. Il faut la choper très vite et il faut avoir un horizon bien dégagé. Et elle n'est pas très brillante, hein, une magnitude 1,6. Alors à l'opposé du soleil, nous avons le jour de la pleine lune, la lune qui se lève. Donc là, c'est le 9 au soir. Donc la nuit du 8 au 9, bah, vous le voyez dans le bulletin, vous retournez voir le bulletin précédent. Donc nuit du 9 au 10, la lune se lève un petit peu après le coucher du soleil. Une bonne vingtaine, oh, presque 25 minutes après le coucher du soleil. Elle est donc devant la constellation du Capricorne. Elle est sous l'étoile, là, elle est très... Deneb Algédi, petite étoile néanmoins remarquable quand le ciel permet de distinguer des étoiles du Capricorne. Donc voilà, on va la suivre de nuit en nuit. Bon, la première, on va faire notre petit tour du ciel. On va aller jusqu'au dernier quartier. Alors, on va suivre la Lune au cours de cette nuit du 9 au 10. Donc, on va la voir culminer donc chaque jour de plus en plus haut. Ça y est, on est le 10 à 2h01. C'est à peu près l'heure de sa culmination. Je vais rajouter un peu d'étoiles. Il est un peu radin, il nous marque pas faux maillot. Tiens, bah, j'ai dit du coup, c'est marqué. Faux maillot du poisson austral qui ne passe pas haut, mais qui se remarque bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres étoiles brillantes dans le secteur. Et donc il se trouve sous la constellation du Verseau. Voilà, ça passe au sud, en milieu de nuit, Capricorne et Verseau, avec le petit cheval qui précède le grand, Pégase, le grand cheval ailé. Et puis, vous voyez, en milieu de nuit, il y a déjà Saturne hein, qui se lève, donc j'ai dit vers 22h30. Et donc c'est au sud-est, en train de monter. Donc on va grossir et on va trouver Neptune, qui est vraiment pas loin, n'est-ce pas? Donc, qui se déplace. Les deux planètes sont rétrogrades en ce moment. Voilà le champ à peu près dans lequel vous pouvez trouver Neptune. Alors après, si vous voulez vraiment bien l'observer, il faut pas qu'il y ait Saturne dans le champ, évidemment, parce que Saturne va vous éblouir pour voir Neptune au télescope. Vous voyez tous les essaims d'étoiles filantes. Donc là, nous sommes dans la nuit du 9 au 10. Donc on voit ce qui passe au méridien, donc qui culmine en milieu de nuit, le Capricorne et le Verseau, faux maillot du poisson austral qui arrive, le Sagittaire se couche, et à l'ouest, eh bien voilà, descend Hercule, et puis le grand triangle de l'été, que l'on voit encore du côté de l'est très très haut en début de nuit, puis qui bascule à l'ouest de plus en plus tôt dans la nuit, et donc en milieu de nuit se retrouve sur le couchant, mais encore bien haut, donc Véga de la Lyre, Déneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Et puis au nord, en milieu de nuit, ben, nous avons notre casserole qui en début de nuit, je remonte un petit peu, voilà, poum, en début de nuit, on voit la casserole ou la grande ours, enfin je dis la casserole parce que les 7 étoiles qui forment la casserole ou le chariot, si c'est le chariot de laboureur tiré par Arcturus, le conducteur des bœufs, Arcturus du Bouvier, le conducteur des bœufs. Donc les 7 bœufs du chariot de laboureur des Romains ou les 7 étoiles du chariot funéraire des Arabes ou alors la grande ours avec son museau, sa patte avant et sa patte arrière. Donc au cours de la nuit, elle descend, et la voilà à 2 heures du matin. Elle rase l'horizon nord, tandis que culmine ses fées au plus haut, et puis que le dragon et la petite ours sont complètement à 9 heures, complètement à gauche, côté ouest, descendent du côté ouest. Quand on regarde vers le nord, côté ouest, ça descend, côté est, ça monte.
Et puis remonte déjà l'étoile Capella, très très brillante du cocher, qui ne se couche pas à Paris et qui chez moi se couche un petit peu, mais se relève très vite. Et puis à l'est, eh bien, on voit monter en milieu de nuit, Persée. Et puis donc on a Saturne, ça fait un phare, sous les poissons qui sont sous le grand carré de Pégase. Et voilà, et puis il y a aussi la baleine qui s'élève, et puis le bélier, et puis le triangle, et puis Andromède. Tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis bien sûr Cassiopée, qui va tourner autour de l'étoile polaire. Donc finissons la nuit, faisons les... non, on va rester par là, et on va aller de jour en jour voir la lune qui se lève de plus en plus tard. Donc la nuit du... Là c'était la nuit du 9 au 10, maintenant nuit du 10 au 11. Donc la lune se lève à 22h11, pour chez moi, bien sûr, hein. Pour vous, c'est un peu décalé, mais ça vous donne une idée quand même. Si vous êtes en France métropolitaine, enfin, c'est toujours un peu calé sur votre heure, mais là, si on change de fuseau horaire, la Lune aussi, en 2 heures, elle a fait du chemin. Euh, le... Donc, c'est la nuit du 11 au 12, enfin, c'est le 12 qu'elle est conjointe à Saturne et à Neptune. Donc, la nuit du 11 au 12, on la voit à droite de Saturne. Et la nuit du 12 au 13, on la voit à gauche de Saturne. Nuit du 12 au 13, please, merci. Voilà. Donc, remarquable, enfin oui, remarquable dès 11 heures du soir, sans souci, du côté est-sud-est. Et donc là, la Lune se lève à 22h50. Elle se lève relativement avec peu de décalage d'un soir à l'autre, mais quand même de plus en plus tard. Parce que elle est devant des constellations, enfin, ou dans des signes hein, de courte ascension. Voilà, c'est les signes de courte ascension, hein. De Capricorne à Gémeaux. Je dis pas de bêtises, hein, Christophe. Bon, je continue. Le 14, donc nuit du 13 au 14, elle est devant les poissons. Nuit du 14 au 15, elle arrive devant le bélier. Ah, ça saute un peu vite. Donc, lui, du 14 au 15, elle est déjà devant la constellation du Bélier, se lève à 23h42. Le 15, ah bah oui, donc, le tout, c'est que Stellarium me trompe des fois avec. Voilà, le 14, elle se lève à 23h14. Le 15, elle se lève à 23h42. OK. Et elle arrive, donc, ben, non loin des Pléiades et d'Uranus, qui se trouvent ici. Voilà, donc nuit du 15 au 16, donc juste avant le premier quartier, notre lune en demi-lune, hein, elle est gibbeuse décroissante tout au long de la semaine, et donc elle arrive en demi-lune au moment du dernier quartier. Alors, elle est là, au-dessus d'Uranus et tout près des Pléiades, et le lendemain, ici on a l'étoile Aldébaran du Taureau, vous voyez, on est à l'est, assez haut déjà. Et le lendemain, la Lune est passée à gauche d'Uranus, est passée en conjonction aux Pléiades et à Uranus. Donc, joli tableau. Puis en dessous, il y a l'étoile Aldébaran. Voilà, alors évidemment, Uranus, il vous faudra au moins des jumelles pour la repérer au milieu d'un champ d'étoiles. Ça ne devrait pas être trop difficile. Surtout à 4 heures du matin, elle est à la même hauteur que la Lune. Voilà, puis ça fait quand même un joli triangle avec les Pléiades, donc l'amas ouvert des Pléiades ou les sept sœurs. Voilà. Donc nous sommes là au jour du dernier quartier. Alors, voyez, Jupiter se lève maintenant avant Vénus. Jupiter se lève à 3h33. Là, c'est le 17 au matin. Bon, je reviens au 16 au matin puisque ça correspond mieux à notre période. Et donc, Vénus se lève dans la foulée et est passée à gauche de Jupiter cette semaine. Donc, revenons sur le 12. On va voir leur conjonction. Le 12, je mets sur Jupiter et je reviens au
14, 13, 12. Le 12, les deux planètes sont conjointes serrées, hein. Il y a à peine un petit degré qui les sépare. Donc, devant les Gémeaux, vous voyez, au milieu des Gémeaux, là, voilà, levez-vous avant le jour, à moins que vous ne vous couchiez pas. Appréciez à partir de 3h30, 4 heures du matin, la conjonction Jupiter-Vénus, donc à l'est-nord-ouest, dans le ciel du matin, devant la constellation des Gémeaux. Voilà pour cette semaine. Donc, vous voyez, en fin de nuit, ben, Orion se lève de plus en plus tôt. Pour avoir une idée, Bételgeuse se lève à 3h52. Voilà, environ autour de 4 heures du matin, apparaît Orion sous Aldébaran, sous les Pléiades. Il y a un alignement comme ça. Les Pléiades, donc là, c'est l'étoile principale Alcyone, hein, qui est mentionnée. Aldébaran du Taureau, les trois mages d'Orion. Et puis, encore une heure après le lever des trois mages d'Orion, apparaît Sirius, mais pas encore dans le ciel. J'ai dit la semaine dernière que pour la latitude 45 nord, c'était le moment de son lever cosmique, c'est-à-dire elle se lève en même temps que le soleil. Donc on la voit pas encore. C'est lui le temps de se lever un peu plus tôt. 4 minutes chaque jour pour les étoiles. Vois-tu quelque chose à dire ou à rajouter ou à questionner, Christophe? Non. Et alors dans ce cas-là, je vous emmène voir quelques images que j'ai sélectionnées pour vous avec l'actualité. Alors un petit briefing de l'actualité, allez. Alors, d'abord, parce que la semaine dernière, je ne l'ai pas faite. La semaine prochaine, je risque de pas du tout la faire non plus. Là, j'avais un peu le temps, donc je vous ai fait ma petite revue de presse de l'actualité astronomique, astronautique et astrophysique. Alors, la Lune, l'exploration de la Lune, la mission Artemis 2, les quatre membres de la mission, donc Artemis 2 qui doit aller faire un tour autour de la Lune, ce qui n'est pas arrivé depuis des lustres, puisque les astronautes se contentent d'aller en orbite terrestre dans les stations spatiales. Là, les quatre membres d'Artemis 2 s'entraînent donc pour aller faire un tour de la Lune avant Artemis 3 qui doit se poser sur la Lune. Et ils viennent d'effectuer un test crucial en conditions quasi réelles. Pendant ce temps-là, il y avait une mission de simulation avec des jeunes, 9 étudiants, triés sur le volet, ont vécu dans un bunker militaire transformé en base lunaire pendant 16 jours. Ça s'appelait Asclepios 5. Ensuite, on revient sur une mission Trailblazer de la NASA lancée le 26 février qui a foiré. Voilà, ça a foiré dès le lancement, c'est parti pas comme il fallait. Et donc, ça devait cartographier l'eau de la Lune, ce sera pour plus tard. Alors, la NASA souhaite construire un réacteur nucléaire sur la Lune d'ici 2030. Bien sûr, vous vous rappelez peut-être le projet, il y a un projet aussi russo-chinois d'un réacteur nucléaire sur la Lune, donc c'est à plat bourre. Il se tape la bourre aussi pour le pôle sud lunaire. La petite société, enfin petite Firefly Aerospace, qui a super réussi son atterrissage de Blue Ghost début mars sur la Lune, prépare la mission Blue Ghost 4 qui devra déposer du matériel sur la Lune. Alors, on revient encore sur ils ont marché sur la Lune ou pas dans les années 60-70. Donc, il y a des articles là-dessus et pas mal de débunkage, justement, des théories très légères, hein, une fois qu'on connaît un petit peu le sujet, très légères, qui prétendent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. À mon avis, c'est un gros canular C'est venu tout seul ou un peu exprès, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour embrouiller Et les gens, pour ça, encore mieux mélanger le vrai et le faux. On y est allé, ça c'est sûr. Les images, évidemment, on les a tournées en studio. Ça, c'est pas faux, parce que on n'avait pas la capacité. Alors le il y avait, arnaque entre guillemets, il y avait pas oui, il non, y il n'y avait avait pas pas l'intelligence. d'intelligence artificielle à l'époque. Non, il y avait des pilotes hyper, je veux dire, hyper expérimentés. L'atterrissage, il s'est fait aux manettes, hein. Enfin, je veux dire, aux commandes de la Ouais. capsule, hein. Il s'est pas fait par intelligence artificielle téléguidée, télécommandée Ouais. depuis la Terre. Ce qu'on fait maintenant avec justement, par exemple, Blue Ghost de Firefly Aerospace.
Donc, bah, vous pouvez lire ces articles parce que, bon, bah, il débunk assez bien le sujet, à mon avis. Alors, dans les entreprises spatiales, bah, il se passe des tas de trucs. Donc, une entreprise chinoise, Adaspace, révolutionne l'informatique en lançant des data centers dans l'espace, promettant une gestion des données plus rapide et écologique. Pendant ce temps-là, Lockheed Martin, aux États-Unis, prépare une démonstration de force dans l'espace pour intercepter des missiles spatiaux, donc une nouvelle technique d'interception de missiles spatiaux. Ensuite, on revient à Toulouse. Pangea Aerospace, une start-up spécialisée dans le développement de systèmes de propulsion pour le secteur spatial, change désormais de nom et s'appellera Pangea Propulsion, basée à Toulouse et Barcelone. Au niveau des stations spatiales, bah, il y a eu une arrivée de 4 astronautes, 3 Américains et un Russe à la station spatiale, une rotation normale, dirais-je, pour 6 mois. Voilà, ils arrivent pour faire leurs 6 mois sur la station spatiale. Ça s'est bien passé. Ils sont arrivés samedi 2 août. Alors, le calendrier des lancements spatiaux prévus dans les jours actuels sur le site de Ufotinic, toujours excellent commentateur de tous de lancements spatiaux. Non, il les fait pas tous, mais il en couvre beaucoup et c'est toujours très intéressant, très instructif et en même temps super sympa à suivre. Donc, vous voyez toujours que bah, SpaceX a toujours le fleuron hein, de missions Starlink et puis du lancement d'autres satellites. Et puis, voilà, il y a les Chinois aussi qui lancent assez souvent. Et au niveau des télescopes spatiaux, donc surtout Hubble et James Webb Télescope, alors Hubble bah, fait quand même toujours parler de lui et revisite une galaxie avec où on avait trouvé une étoile, où il avait trouvé une étoile, ils ont dit zombie, enfin c'est une nouvelle sorte de supernova. Voilà, donc il y a l'image, on va la regarder, l'image, tiens, ben voilà, je vous mets l'image. Ah, il faut que je vous parle de celle-ci d'abord. Bon, je vais sur ce que je dis et puis je reviendrai. Donc là, voilà, la supernova observée en 2005-2006, réobservée. Alors, avant l'explosion de la supernova, après l'explosion de la supernova, qui est là. Et donc, c'est Hubble qui a fait cette belle photo. Donc, et puis pendant ce temps, le James Webb Telescope revisite le champ ultra profond de Hubble d'il y a 22 ans, donc, et permettant de comparer ce que montrent les lumières infrarouges et visibles. Alors, effectivement, ça fait de la différence. Vous voyez, ça c'était Hubble, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et ça, c'est James Webb Telescope. Donc on voit bien, donc lumière visible avec Hubble, lumière infrarouge avec le James Webb Telescope. Donc on voit pas les choses pareilles. Et effectivement, en lumière infrarouge, j'ai eu l'occasion d'observer dans des jumelles infrarouges super puissantes. Eh bien, on voit tout avec des petites boules bleues. Si on cherche à observer les satellites en particulier, même les étoiles, ça donne des petites boules bleues. Alors avant que ça finisse, je reviens sur les 3 autres images que j'avais sélectionnées pour vous. Ici, c'est Versailles, les amis. Coucher du soleil, donc dans l'axe, je crois que c'est Trianon. En tout cas, ce que ça montre dans photo de Howard Crowers, qui excellent chercheur et divulgateur de tout ce concerne les alignements solaires, c'est hyper intéressant. Et donc, ce château de Versailles qui a été vraiment conçu par Louis XIII et non, conçu par Louis XIII et construit par Louis XIV, a entre autres cette particularité-là. Donc, il y a cette arche où vous voyez, de jour en jour, du 1er août, j'ai le détail dans l'article, mais là, j'ai pas le temps de le chercher. Chaque soir, il se couche dans une des arches. Donc, le 1er août, il est là. Voilà, 2 août, 3 août. 3 soirs de suite. J'ai vu ça chez les Mayas aussi, d'ailleurs. Il y a des trucs comme ça dans les temples mayas, où il y a une corniche pour chaque azimut du coucher du soleil à une date. Donc là, c'est pendant une semaine. Et encore, je vous dis pas tout, donc allez lire les commentaires de World Crowest ou écouter ces vidéos parce que c'est très instructif. Et ça, c'est nos photos. Enfin, c'est pas la mienne, c'est Loïc. Voilà. Alors, avec nos sorties d'astronomie, bah, Loïc se perfectionne de mieux en mieux dans la photo. Bon, là, il en a publié qu'une, mais il en a pris plein déjà. Et ça, c'est l'amas du canard sauvage, ou Messier 11 dans Il est la toujours comme galaxie. ça. Dans...
Comment? Il a fait une publication pour plusieurs photos, mais c'est toujours comme ça. Oui, mais j'ai pas trouvé les autres. Enfin, dès que je les aurai, je vous les montrerai, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est voilà, l'amas du canard Non, sauvage. non, mais c'est bon. Un amas ouvert, mais très Oui, dense, oui. et qu'on se régale à voir à l'œil nu, et ça rend très très bien là en photo. Et voilà, donc si vous venez, on vous montrera l'amas du canard sauvage qui se trouve dans l'écu de Sobieski, une petite constellation qui dans la queue de l'aigle en fait. Et dernière image, la Voie lactée par le célèbre Guillaume Canas depuis les Cévennes, voilà. C'est une classique, mais il en publie une. Enfin, il y en a une par mois, mais il en a tout un catalogue. Voilà, alors je nous laisse sur cette belle image et ben, je vous dis bonne semaine. Profitez bien du ciel. Alors du matin, si vous voulez les planètes, ou du moins Saturne, maintenant c'est pas tard. Bonne pleine lune, allez admirer cette pleine lune de l'Esturgeon, la pleine lune du mois d'août qu'on appelle, je vous l'ai pas dit, la lune de l'Esturgeon, ou lune du maïs, du riz, des cerises noires, de l'envol des herbes, des fruits, des graines. Et chez les hindous, c'est Raksha Bandhan, festival populaire qui célèbre le lien frère et sœur. Donc, chers frères et chères sœurs, sous le ciel, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.